La maîtrise, je dirais que c'est un peu l'ennemi, moi, du cinéma que j'adore, quoi. Je ne pourrais jamais me lasser de l'exploration de l'âme humaine dans cet espace où c'est possible. Moi, je pense qu'on ne dirige pas un acteur, on enlève les trucs sur son chemin pour qu'il ne se prenne pas un caillou en courant, quoi. Bonjour Céline Salette. Bonjour. Pour commencer cet entretien, j'aurais aimé que vous me racontiez comment vous avez construit votre cinéphilie. C'est une bonne question. Je l'ai construite, je dirais, de façon hasardeuse. J'ai une période assez boulimique et ensuite j'ai plutôt une période... Enfin, donc le début de ma cinéphilie, évidemment, dans l'enfance, elle est en VHS. C'est les VHS, c'est le vidéoclub. C'était vraiment une ressource géniale. Moi, dans ma famille, il n'y avait pas de culture de la culture. Enfin, je dis ça, j'exagère. Mon père, il adorait la science-fiction, donc il lisait beaucoup de science-fiction. C'était un homme un peu rêveur, qui adorait les échecs et tout ça, mais et les mondes imaginaires. Et ma maman est Coluche. C'est plutôt une culture de gauche, plutôt une culture populaire, je dirais. Et en fait, le vidéoclub nous donnait accès à tous ces films qui, dans les années 90, étaient des ressources géniales. Je veux dire, moi, ma cinéphilie, ça commence avec Spielberg, avec des choses très fortes, très accessibles. Et au fond, on voyait des films très puissants, quoi. My Left Foot, je me rappelle bien sûr, Braveheart, des films qu'on ne fait plus, en fait, étrangement. C'est-à-dire des films d'auteur, d'une certaine façon, des films d'auteur à gros budget, américains. Et en France, évidemment, alors Louis de Funès, que j'ai après, avec Novarina au Conservatoire de théâtre, étudié dans les tréfonds, d'une certaine façon, parce qu'après, j'ai découvert ce qu'il faisait sur scène, lui, et comment Novarina parlait de Funès, qui était une sorte de pré-Jim Carrey. Et par exemple, toute ma fascination pour les monstres, les acteurs monstres, elle vient notamment ça, de Funès, puis Carrey ensuite, puis Michel Simon que je découvre ensuite, et Bette Davis, c'est-à-dire ces espèces d'acteurs qui engagent totalement qui engagent au-delà, en fait, du réalisme, qui vont au-delà de la vie réelle et qui proposent, même à travers l'image, une vision transposée du monde, dans laquelle est inclus la poésie, l'humour, la distance, la fantaisie, la grossièreté, la drôlerie, la trivialité, cette chose plus qu'humaine, qui est aussi nous. Et quand moi je découvre le théâtre, j'ai 13 ans, et puis ensuite au lycée, je vais dans une troupe de semi-professionnels. En fait, mon rapport aux histoires, il naît par le jeu. Et c'est vrai que dans cet espace vide, entre la rampe de lumière et le rideau rouge, ce qui m'interpelle, ce qui me saisit et dont je sais que ça me tiendra toute ma vie, cet espace vide pour raconter des histoires, c'est un espace d'infinie proposition. Poétique, d'infinie proposition. Oui, poétique, c'est vraiment le mot le plus fort qui me vient, parce que la poésie inclut la violence, inclut l'épouvante, inclut, je veux dire, la poésie, c'est le monde au travers de l'humain, quoi. Et l'humain, il est multiple. C'est pour la poésie que vous avez eu envie de devenir actrice ? En tout cas, quand je deviens actrice, je sens à l'intérieur de moi que cette infinie potentialité, c'est-à-dire le fait que je puisse être traversée par tout le spectre de l'humain dans son entier et que je puisse l'explorer sans me faire mal, je crois, à ce moment-là, je sais que c'est philosophique presque, je sais que je pourrais jamais me lasser de ça. Je pourrais jamais me lasser de l'exploration de l'âme humaine dans cet espace où c'est possible. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là de ma vie, c'est vrai, je crois que je suis illimitée parce que je suis pas quelque chose,
et je vais faire dans ma vie le chemin inverse, c'est-à-dire comprendre que je suis quelque chose et que j'ai des limites et que sans ma découverte de mes propres limites, je me fais mal. En fait, je m'abîme, en fait. Je m'abîme de l'abîme, c'est-à-dire je vais dans un gouffre et si j'en mets pas les limites, ben je tombe. Et ces limites, vous les découvrez à quel moment? J'ai 34 ans et je suis dans une impasse affective très grande et j'ai ma petite fille qui a 4 ans et en vrai, je suis actrice plutôt de l'extérieur, ça va, mais intimement, je suis dans des situations inextricables et je comprends que je suis responsable de exactement l'endroit où je suis là et je comprends que je dois me révolutionner, c'est-à-dire me changer, me transformer, sinon ça va recommencer. En fait, je comprends que si je suis là, c'est parce que je fonctionne comme ça, aussi de façon illimitée, de façon même comme maman, de toute façon, un enfant, il est très fort pour montrer, pour faire un miroir qui renvoie une nécessité. Donc ma fille, par exemple, je croyais que je pouvais lui donner un amour infini, mais j'étais épuisée, ça marchait pas, en fait, ma méthode, enfin mon système, ça marchait pas. Un enfant, tu es obligé de lui fixer des limites, sinon il est angoissé, il est malheureux, il a besoin de cadre, en fait. Et pourtant, j'étais dans un cadre, hein. Pourtant, le cadre de scène, il existe, pourtant le cadre de cinéma, il existe. Et c'est important, cette notion de limite, parce que dans mon métier, pourtant, elle existait et elle était évidente, quoi, enfin manifeste. Mais à l'intérieur de ça, en effet, j'étais moi un peu perdue parce que je pensais que je n'avais pas de limite. Et donc, en fait, je comprends que je dois me construire. En fait, je comprends que je suis comme inexistante. Et d'ailleurs, j'avais des signes. Un jour, je fais un film comme actrice. Je joue une femme qui apprend le langage des signes à quelqu'un. Et j'arrivais pas à dire moi. Moi, c'était ça. En fait, moi, je souffrais de dépendance affective. Donc, quand tu es acteur, tu dépends du regard des autres. Et moi, en fait, je croyais que le regard des autres me faisait exister. Je croyais ça depuis toute petite, parce que je m'étais conformée aux désirs de ma mère. Contrairement à mon frère qui s'opposait un peu, et ça lui valait des problèmes. Mais donc moi, je m'étais vraiment conformée. Et c'était gentil, hein, c'était rien de très grave. Hein, mais c'était juste que je m'étais construite en fonctionnant sur... je m'étais entraînée à répondre aux désirs des autres, à être ce que les autres voulaient que je sois. C'était mon entraînement, j'étais entraînée à ça. Il y a 34 ans, je comprends que c'est un entraînement qui m'amène là, oui. Je suis très bien entraînée, mais je ne suis pas moi. Je ne sais pas qui je suis. À ce moment-là, j'ai commencé à travailler sur ça. J'ai commencé à me révolutionner, à tourner sur moi-même, à me dire que... Enfin, et à travailler, quoi. À travailler avec toutes les ressources qui sont nos ressources contemporaines, hein, de thérapie, de méditation. Voilà, j'ai vraiment passé 10 ans dans un travail très souterrain et un peu ouais, très intime, mais acharné, parce que je savais que si je n'opérais pas cette révolution, je continuerais à aller dans les mêmes murs, quoi. Donc il fallait que ça marche. Quand ma psy disait vous changerez pas, je disais mais tu vas changer. Et en fait toute cette question de la transformation, c'est devenu une question fondamentale dans ma vie. Et c'est, je crois, maintenant une question qui sera au cœur de tout ce que je pourrais produire, quoi. Alors, une de ces transformations, c'est aussi le passage d'actrice à réalisatrice. C'est quoi pour vous à ce moment-là? C'est aussi justement le fait d'être moins passive, peut-être? Oui, c'est ça. En fait, en chemin vers me trouver moi, je commence à avoir envie de raconter des histoires et je comprends surtout qu'en fait, ce qui m'a toujours animée dans le jeu, c'est ça, ce sont les histoires. Je comprends que j'ai pas tout à fait joué le jeu non plus de actrice, ou en tout cas qu'il y a une part de vouloir se présenter comme étoile, aller chercher ce statut de notoriété, de célébration de la puissance de représentation, c'est-à-dire être son propre terrain de gloire d'une certaine façon. Ça je suis pas encore arrivée à le faire vraiment. Et moi, je sais que être sous les projecteurs, au service d'une histoire,
ça m'a jamais, ça m'a toujours semblé normal. Mais être acteur aujourd'hui, c'est aussi aller vers une forme de notoriété personnelle, quoi. Enfin, je veux dire, il faut vouloir, soit en son nom, être dans la lumière. Et au fond, c'est trop bizarre, mais pourtant, je veux dire, être interprète, je le sais, d'expérience, c'est vraiment risqué. C'est vraiment une expérience que je valorise. C'est vraiment un métier difficile, acteur. Donc, quand les acteurs sont récompensés ou sublimés, ils le sont à raison. C'est une expérience de violence, c'est une expérience difficile, c'est une expérience de dépassement de soi. Donc, on a raison d'être fasciné, d'être attrapé par les acteurs. Mais il y a quelque chose dans assumer ça, avec lequel je suis en chemin. Voilà, j'espère que j'arriverai à trouver plus de sérénité avec ça. Vous avez parlé des histoires, des rôles, Ouais. mais il y a aussi eu des metteurs en scène. Vous avez travaillé avec énormément de gens très différents. Ouais, bien sûr. Qui vous a marqué, qui vous a appris le plus? C'est ça qui est merveilleux, c'est un peu comme si j'avais fait une grande école de réalisation. Je pense qu'il y en a difficilement de meilleures, en fait. Quand j'en parle, à des cinéastes, je me dis, des jeunes cinéastes par exemple, je me dis, mais putain, quelle chance j'ai eu d'aller sur le plateau d'Audiard, de Bonello. Alors, beaucoup de cinéastes m'ont marqué, évidemment. Quand je pense à Niki, par exemple, je sais que j'ai pris de François Dupeyron, avec qui j'ai fait Mon âme par toi guérie, le fait que ce soit possible de faire un film avec 3 personnes à la technique, par exemple. Nous, on était vraiment ça, on était vraiment 3, on était 4. Il y avait Yves Cape à la caméra, quelqu'un au son, Bernard qui faisait tout, je l'ai vu fabriquer une chaise en bois sur une voiture pour faire un travelling. Enfin, je veux dire, il faisait vraiment tout, quoi. Et puis voilà, quand on devait tourner un plan séquence, on attendait que le soleil soit à l'heure magique. On avait fait 2 répètes, on faisait 2 prises et on allait manger un couscous. C'était vraiment, mais c'était magique. De Philippe Garrel, par exemple, j'ai appris que, par exemple, si on fait un film d'époque, on peut reconstituer tout ce qu'on veut. Une rue, mettre 120 personnes en costume. L'histoire, elle se racontera jamais que dans le regard des acteurs principaux. En fait, l'endroit de l'histoire, c'est là. Après, c'est le reste. Mais je veux dire, la reconstitution, l'argent dépensé ne fera pas l'émotion de l'histoire. J'ai appris avec Audiard, par exemple, qu'on peut chercher une séquence sur son plateau. Donc, on sait qu'il a un cahier B, il a plusieurs cahiers, des cahiers B avec des séquences qui ne sont pas dans le scénario, qu'une séquence peut être tournée dans un décor puis dans une autre, parce qu'elle n'a pas vraiment eu l'impact voulu ou désiré. J'ai appris aussi beaucoup, en le regardant faire, le degré de confiance qu'on doit et peut accorder à ses partenaires de travail, c'est-à-dire les partenaires de travail sur un plateau sont des partenaires artistiques. C'était pas à sa charge, l'art n'était pas à sa seule charge à lui. Ça, c'était magnifique. De Bertrand, j'ai appris beaucoup de choses dans ses films et sur son plateau. J'ai appris d'abord la joie, l'émerveillement. Sur l'Apollonie, de la quantité de musique qu'on avait, de documents qu'on avait pour baigner dans ce bordel. C'était phénoménal, c'était vraiment magique et ça produisait un effet. Je me rappelle qu'on avait une playlist qui était insensée. Donc j'ai compris à ce moment-là que ça, c'était possible aussi. En fait, la diversité des espaces, un plateau, c'est aussi un espace intime, quoi. Vous parliez sur Audiard, justement, qui vous a appris que, en gros, un film ne se fait pas tout seul. Est-ce qu'on fait du cinéma pour se sentir moins seul? Bien sûr, on fait du cinéma pour se sentir moins seul et surtout, on fait du cinéma pour 1000 raisons, mais se sentir moins seul, c'est vital. Partager un commun, c'est vital aussi, c'est-à-dire
être dans un espace... L'espace de création, c'est presque plus qu'un espace de vie, c'est un espace de jeu, c'est une cour de récré, quoi. C'est un espace de jeu d'enfant. Créer, c'est vraiment retrouver la liberté, la sauvagerie de l'enfance, la vitalité, en fait, de cette joie profonde de faire des choses qui peut-être ne servent à rien, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, juste quand on est là et qu'on joue ensemble, on se fait pas chier, quoi. On s'amuse. On fait ça sur un plateau, ça dans la vie, ça en prépa, ça en post-prod, ça, c'est une ressource si puissante. Faire un film, des fois, j'avais vraiment l'impression de chevaucher un dragon, quoi. C'était vraiment genre... Des fois, ça fait comme ça. C'est très furieux, quoi. Où ça va, mais d'un coup, ça va plus du tout. T'es vraiment au bord de tomber. Parce que les journées coûtent cher et parce que des fois, tu rates, en fait, des trucs, quoi. Mais ce qui est génial avec le faire pour la première fois, c'est de comprendre que c'est OK. T'as ça au conservatoire, quand tu fais le conservatoire, l'école d'acteur te sert vraiment à apprendre que c'est OK de se tromper, en fait. Et quand tu fais un film pour la première fois, ben, tu comprends que oui, c'est OK de se tromper, que tu seras au montage avec tes erreurs et que tu trouveras des solutions. Que t'as coupé vite telle scène au scénario parce que t'avais pas... Voilà, il fallait réduire le budget vite. En fait, on passe 2 ans à écrire un scénario, à peaufiner, on a plein de retours, tout ça, et puis 2 semaines, 1 mois avant de tourner, il y a beaucoup moins de budget que prévu, et tac, il faut sabrer, genre, très vite, à la louche. Et moi, je me rappelle avoir passé, genre, 3 nuits blanches à retailler le scénario, mais comme si tu faisais une coupe très rapide. Tu sais pas, t'as pas de recul sur ce que tu fais, est-ce que tu as fait les bons choix, pas les bons choix. Bon, ben, tout ça, oui et non, tu le payes. En fait, le faire pour la première fois, c'est aussi accepter que il faut faire confiance dans le processus. Il y aura des erreurs, et il y aura il y aura des cadeaux, il y aura des grâces, il y aura des surprises, il y aura des imprévus merveilleux qui vont tout changer, et il y aura des idées au montage qui vont révéler des choses, et en fait, tout prendra du sens, tout aura le temps de trouver du sens finalement. Et c'est quand même une expérience magique. Moi, je trouve que ce que j'ai appris, que j'aimais déjà profondément, c'est que tout le rapport au vivant, c'est-à-dire, par exemple, j'ai une anecdote que j'adore sur Nikki. Il y avait une scène où on était sur les quais et on devait... il y avait une petite fille de 18 mois et Nikki, et elle devait bouffer à des pigeons, d'accord? Donc moi j'ai passé 45 minutes à foutre des miettes de pain sur le bitume de l'île de la... Enfin, les pavés de l'île de la Cité pour attirer des pigeons, et puis il y avait plein de pigeons qui arrivaient, et j'étais trop contente, tout ça, et d'un coup, j'entends une meule, et c'est mon chef-op, okay, qui avait fait enlever les cadenas d'un réverbère parce que c'était moche à mon accessoiriste. Et d'un coup, tous mes pigeons se sont barrés. Et en fait, on est restés comme des cons pendant 2 heures, parce qu'évidemment, les pigeons ne voulaient plus revenir. C'était une zone de guerre, en fait, pour eux. Il y avait un mec qui avait allumé une machine. Et en fait, c'était vraiment... Par ailleurs, Victor, mon chef-op, il a fait tellement de choses merveilleuses dans le film. Victor, je pense à toi. Mais ce jour-là, je me suis vraiment dit, OK, en fait, toutes ces choses que moi, je cherche, qui est vraiment... Comment est-ce qu'on attrape le vivant? Comment est-ce qu'on attrape ce moment qui magique et qu'on est tous là pour créer, chercher? Ça, c'est délicat, ça, c'est précieux. Et nous, par exemple, sur le film, on n'avait pas de projecteur, pas de machinerie, pas de script et pas de maquillage. Et donc, on était déjà dans un dispositif très léger, avec le moins de machines possible pour, justement, à l'image de François Duperron, qui disait, dès qu'il voyait un thermos sur une table, « Pas de cinéma, j'ai dit pas de cinéma, OK ?» Parce qu'un thermos sur une table, c'était une table régie. On dit, « Stop, calme-toi François, c'est juste un thermos, OK ?» Table régie, c'est non, mais les thermos, c'est OK, il y a du café dedans, calme-toi. En fait, cette chose, il y a une chose avec le cinéma qui peut être morbide. En fait, quand tu mets un enfant sur un plateau de cinéma, il veut pas y aller, quoi. Et parfois, un acteur, c'est pareil. C'est une zone qui vraiment fait trop peur, c'est une zone de danger. Les animaux, c'est pareil. Il y avait une scène où il y avait un chat dans Nikki qui devait bouffer une boîte de pâté, OK? Normalement, un chat qui bouffe une boîte de pâté pour chat, c'est pas un challenge. D'accord? N'importe quel chat a envie de bouffer du pâté à n'importe quelle heure de la journée. Sauf qu'en fait,
Le chat, il était amené par... C'était ma seconde assistante qui était trop mignonne. Elle avait vraiment amené son chat. En fait, il avait passé sa journée dans sa cage. Il était comme ça. Il est sorti dans un espace qu'il connaissait pas. Il était terrorisé. Il avait fucking pas envie d'être là, tu vois. Et en fait, t'avais beau lui ouvrir une boîte de pâté, il en avait rien à foutre. Et en fait, quand on voulait lui faire quelque chose, il n'était pas content, il était furieux. Il a griffé sa maîtresse et tout. Vraiment, et ce que ça disait, c'était aussi... Et mon fils, c'est pareil. Mon fils joue dans le film. On avait fait des répètes, c'était trop sympa et tout ça. Et d'un coup, le tournage... Il n'y avait pas de pieds de projecteur, mais il y avait des pieds de réflecteur, enfin des pieds de, de drapeau. Et en fait, d'un coup, cet espace devient un espace d'attente où on attend de toi quelque chose. Ça, et mon fils ne voulait plus tourner. Il est parti dans le jardin. Alors moi, j'étais vraiment dans la merde. Tout le monde qui attendait. Ne vous inquiétez pas, je vais maîtriser cette situation. Les doigts dans le nez. Et vraiment, je ne savais pas du tout comment j'allais faire. Donc, je l'ai laissé aller dans le jardin avec ma mère. Après, il est revenu. Il a dit d'accord, je veux bien le faire, mais je me mets là. Ce qui était une position géniale. Il avait choisi une autre position devant la fenêtre. Sauf que devant la fenêtre, derrière, il y avait des pieds de réflecteur. Ça. Donc, il fallait le temps qu'on enlève les pieds de réflecteur. Et ça. Hop, clac. Et c'était de nouveau barré. Bon, bref, cette scène était ratée. Elle n'est pas dans le film. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, il y a quelque chose de... Ben, ça peut être mort. Ça peut être mort, un plateau. Et c'est vraiment pas difficile que ce soit morbide, tu vois. Pas difficile, que tout le monde se prépare pour qu'il se passe quelque chose et genre, c'est vraiment le pire truc pour qu'il se passe un truc. C'est pas les enfants qui jouent, ils jouent. S'il y a quelqu'un qui leur dit tout le temps, non, attends, fais pas ça, tu vois, ça va les saouler au bout d'un moment. Ils vont dire, putain, mais arrête de me faire chier avec ton truc là, lâche-moi. Et quand t'es acteur, tu sais ça. Par exemple, plein de fois, moi je vais sur des plateaux, je me rappelle un premier film où en fait, Chef Hop avait fait de la pub et tout ça, et en fait, quand tout le monde veut maîtriser le truc, qu'entre toutes les prises, il y a un mec qui vient régler la lumière, un mec qui viendrait mettre une mèche, un mec qui... Il ne faut rien se passer, en fait. L'histoire ne peut pas arriver. En fait, il y a une chose qui est un peu alchimique et magique dans... Et quand t'es acteur, tu sais cet espace qui doit être fait pour que l'histoire arrive, en fait. Quelque chose arrive que personne n'a prévu et c'est l'histoire, en fait. C'est ce qui doit avoir lieu. Et ça, ben, il n'y a que des alchimistes qui peuvent faire ça. Mais en effet, il faut débarrasser un peu le plateau du désir de maîtrise de chacun, du désir de... Oui, la maîtrise, je dirais que c'est un peu l'ennemi, moi, du cinéma que j'adore, quoi. Il y a beaucoup de metteurs en scène, de réalisatrices aussi, hein, qui pensent que c'est justement en poussant les gens dans leur retranchement, notamment les acteurs et les actrices, qu'on obtient le meilleur d'eux. Voilà. Je sais pas quoi répondre. Non, mais moi, je suis actrice, donc je sais ce que c'est. C'est comme... je sais pas. Oui, mais de toute façon, la maltraitance a toujours existé. Hein. Je veux dire, on a grandi dans la maltraitance. Hein. Si je demande à ma mère comment elle a été élevée, elle va pas me dire c'était génial, on m'écoutait quand je parlais. Bah non, on n'avait rien à foutre de ce qu'elle disait. Mais moi, je pense que le monde est en train de changer, c'est ça qui est beau. Ce que je veux dire, c'est que une certaine façon de faire est un peu, moi je trouve, triste, moribonde, vieille, quoi. Vieille. C'est une vieille façon. Et je le dis parce que c'est un mot qui fait mal. Mais j'espère que les gens qui fonctionnent de vieille façon vont l'entendre. C'est un manque d'imagination. Penser que on peut obtenir mieux d'un acteur. Par exemple, on avait une réunion à l'ARP sur l'endroit des coordinateurs d'intimité et de comment est-ce que c'est un progrès, par exemple. Et je disais, mais c'est marrant, c'est comme les cascadeurs, en fait. Quand il y a des cascadeurs, quand on fait de la violence sur un plateau, on ne fait pas de la vraie violence. Ça existait, hein. On mettait vraiment des vrais baffes à des actrices, des jeunes actrices. Moi, sur scène, j'ai reçu des vrais baffes. Bien sûr, on peut prendre des vrais baffes. Et c'est OK, on peut s'en remettre. Mais ce que je veux dire, c'est que un coup de boule, je veux dire, personne ne va se faire péter le nez en vrai. Donc, il y a bien un moment où il faut faire pour de faux. Et en fait, comment, dans une scène d'intimité, un coordonnateur d'intimité peut être une ressource, c'est génial. Moi, je me rappelle de moments où tu as vaguement une habilleuse qui te découpe un col en chair pour te le coller sur la chatte, pour pas que... Enfin, tu vois, je veux dire, c'est vraiment pénible.
Si d'un coup, quelqu'un a une mallette, par exemple, je parlais du film de Bertrand Bonello, et je disais, dans le film, il y avait, dans le script, Clotilde rattrape, je ne sais plus comment s'appelait le personnage, par la bite. Elle le rattrape par la bite. Et moi, j'avais dit à Bertrand, à un moment donné, je suis désolée, je ne peux pas rattraper un camarade acteur par la bite, je ne vais pas y arriver. Et elle me dit, bon, mais t'es sûre? Je dis, bah ouais, je te jure, je peux serrer la main, mais je peux pas serrer la bite de quelqu'un. Enfin, je veux dire, je vais pas le faire, je peux pas le faire, en fait. C'est trop, en fait. Et donc, par exemple, je me disais, il y a pas longtemps, mais en fait, si j'avais eu si on avait eu un mec qui vient avec une mallette de fausses bites, alors, même des faux seins, imagine. D'un coup, on te met des faux seins, et d'un coup, tu peux te faire toucher, mais je veux dire, tu comprends? C'est-à-dire que moi, je peux rattraper un camarade par une bite en plastique, en fait. Peut-être ça me pose beaucoup moins de problèmes que de toucher son vrai sexe, en fait. Donc, comment est-ce que travailler le sexe à l'image peut être tu vois, un terrain de jeu génial? Il faut juste ouvrir un peu son imagination, débrancher les vieux schémas et se dire, tiens, mais comment est-ce que ça peut être vraiment mieux, quoi? Et je pense que ça peut être vraiment mieux. C'est-à-dire que je pense que tu peux aller beaucoup plus loin avec des gens qui sont, tu vois, c'est comme les cascades, en fait. C'est pas plus que ça, quoi. C'est mieux quand tu as un cascadeur. Tu as des protèges tibias, personne ne se fait mal, mais tu vas loin. Vous parliez de ce que les réalisateurs vous ont appris et qui vous a servi par la suite. Et votre expérience d'actrice, comment elle a justement influé sur votre travail de réalisatrice? Par exemple, c'est un peu tout ça. Tu vois, c'est marrant, je repense à ce que tu disais, des vieilles façons de faire. Même je repense au dernier tango. Je veux dire, voir quelqu'un se faire violenter, c'est juste pervers. Je veux dire, si les gens ont besoin de voir vraiment des gens se faire violenter, je veux dire qu'ils aillent sur le darknet, quoi, mais qu'ils nous fassent pas chier. Enfin, moi, par exemple, j'ai pas besoin de voir des gens se faire violenter, en vrai. Et par exemple, quand Anneke fait Funny Games, il dit, je fais ce film pour les gens qui ont besoin de le voir. Et j'interpelle les spectateurs sur l'endroit de la violence qu'ils ont besoin de regarder, jusqu'où ils ont besoin de regarder. Je veux dire, tant que tu questionnes pas la violence que tu mets à l'écran, tu reproduis un schéma tu continues de mettre dans l'inconscient collectif des images de violence, ok. Enfin, quand on voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je trouve, quand on voit ce que font les masculinistes, je veux dire, qui sont très proches de zones de pouvoir aux États-Unis, par exemple, mais je veux dire des discours de haine des femmes qu'on entend même en France. On se dit, moi, je me dis qu'il faut que nous, on réfléchisse, artistes, à qu'est-ce qu'on fait émerger comme image dans le monde, quoi. Qu'est-ce qu'on fait apparaître comme image? Quoi ça sert, les images qu'on met dans les yeux des gens et dans le cœur des gens? Qu'est-ce qu'on fabrique comme inconscient collectif? Parce qu'on a une part de responsabilité dans cette contamination du désir de violence et de la jouissance de la violence faite aux femmes, par exemple. Je veux dire, pendant de nombreuses années, des histoires sur des femmes martyrs ont été racontées, quoi. Des femmes violées, des femmes torturées, des femmes qui pleurent, des femmes qui s'arrachent des hommes, des femmes. Voilà, on a vu ça beaucoup. Des femmes désespérées. Moi, quand j'étais petite, je me rappelle, jeune femme, quoi. Qu'un homme m'a dit, j'adore quand tu pleures, quoi, dans mon intimité. Je veux dire, il faut que les hommes qui aiment voir les femmes pleurer réfléchissent, quoi. Qu'ils trouvent leur propre sensibilité et qu'ils se regardent dans le miroir. Je veux dire, à moins de ça, on ne fera pas un monde différent. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec Niki, vous n'avez pas montré... Il lui arrive pas que des trucs bien, mais en tout cas, elle s'en sort, quoi. Mais en même temps, vous projetez l'image d'une femme qui est connue, qui a existé. Pourquoi ce choix, alors qu'on sait, que le genre du biopic, c'est casse-gueule. Ouais, c'est vrai. Et deux, qu'en plus, très vite, vous allez avoir une contrainte énorme qui est que vous ne pouvez pas montrer son travail, donc son art. En fait, moi, c'est marrant, j'ai vraiment toujours aimé les autobiographies, ça me passionne. C'est vraiment mon genre préféré. Dans les autobiographies, il y a une quête de vérité qui m'attrape toujours. Je me rappelle avoir lu la biographie de Sœur Emmanuelle
quand elle disait qu'à un moment de son adolescence, par exemple, elle rêvait de se faire prendre dans les ruelles, elle avait une libido si forte que juste elle avait envie de baiser, et qu'en fait elle allait voir le prêtre en disant mais je vous en supplie, il faut que je sois bonne sœur parce que sinon je vais pas y arriver, je vais être une prostituée, ça va pas le faire, je vais jamais pouvoir être un seul homme, donc en fait il faut que je sois à Dieu, sinon je ne pourrai pas, je n'y arriverai pas. Et en fait, je sais pas, je peux vous dire 1000 anecdotes, Isadora Duncan, en fait, je veux dire, je trouve que dans les autobiographies, il y a quelque chose de surprenant et en fait, la vie, elle est plus grande que les récits qu'on peut fabriquer, peut-être. Ou en tout cas, dans les récits fictionnels, quand il y a de la biographie dedans, c'est toujours plus fort, quoi, caché. Donc, j'avoue, je me suis pas posé la question du biopic. C'est un peu bête de le dire, mais c'est vrai. Et quant à ne pas filmer les œuvres, je me disais, assez vite, je me suis dit, on fera le film du point de vue de l'œuvre. Et au fond, dans cette rhétorique, même avec la fondation, les ayants droit de Niki, j'ai toujours dit que, au fond, moi, ce que je trouvais être la plus grande œuvre de Niki, c'était la façon dont elle s'était elle-même révolutionnée ou dont elle avait transformé le recouvrement de sa mémoire en une puissance. On disait d'elle que c'était un phénix, qu'elle mourait et renaissait. Et je trouve qu'on assiste à ça dans cette période. C'est 10 ans qu'elle a écrit dans son autobiographie « Harry et moi, les années de famille ». Donc elle-même, elle a parlé de ces 10 années de naissance. Je trouve que comment elle se donne naissance dans le film, comment elle devient Niki de Saint-Phal, c'est ça qui est passionnant. Et ça, c'est pas les œuvres qu'il raconte, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Qu'est-ce que ça lui fait de créer, comment ça la transforme? Qu'est-ce que cette pratique a comme magie, agit magiquement sur elle? Il n'y a pas eu de film avant sur Niki de Saint-Phal, bien que Suzanne Charandon ait voulu faire un film. Quand je contacte Bloom Cardenas, la petite fille de Niki, elle me dit mais tout le monde voulait faire. Je veux dire, plein de gens ont voulu faire des films sur Niki, des producteurs américains, des Français, et ils se sont toujours arrêtés là parce qu'en fait, ça a l'air d'être une grosse interdiction de ne pas pouvoir montrer les œuvres. Et en effet, mais moi j'ai toujours compris ça comme le fait que j'avais pas le droit de voler sa force. Ses œuvres, c'était sa force, c'était son poème, c'était son art. Et moi, j'avais pas le droit ni de le copier, ni de le travestir, ni de m'en emparer pour avoir ce pouvoir comme un totem magique. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas prendre l'art de Niki et c'est OK pour moi. Mais en revanche, je me disais, ah tiens, ça veut dire que moi, avec le cinéma, avec les moyens de l'image et du son, mon travail, c'est de faire le poème filmique qui pourrait lui rendre hommage. Donc, il faut que je mette l'œuvre de Niki dans le film, de façon secrète, quoi. C'est pour ça que quand elle est enceinte, elle ressemble à une nana, elle a un costume un peu de nana. C'est pour ça qu'elle a des plumes tout le temps autour d'elle. C'est pour ça que la figure de l'oiseau qui sort de sa cage, elle est tout le temps dans le film. Il y a tout le temps des barreaux, il y a cette espèce de nid. Quand elle ouvre ses ailes, à la fin, qu'elle est soulagée, elle est comme un oiseau. Et la figure du serpent, elle revient de façon récurrente avec la thyroïde, qui est une glande en forme de serpent, avec la caducée du médecin, qui est aussi la forme de ces deux serpents entremêlés qu'elle a vus l'été des serpents, l'été où elle s'est fait violer par son père. Tout ça, c'est le fait que Victor donne cette idée merveilleuse on cherchait avec les couleurs et le souvenir, mais lui dit, en fait, je sais, il faut qu'il y ait une couleur par souvenir. Et c'est une idée merveilleuse parce qu'évidemment, on a ce souvenir dans lequel elle peint les sexes des statues en rouge. Et donc, évidemment, ce rouge de manifestation de colère prend tout son sens. Et puis, quand on dit, ah tiens, ce souvenir dans son salon va devenir le souvenir vert, je retrouve dans ses écrits, tout dans le salon à New York était vert, la table était verte, les verres étaient verts. Et donc, en fait, il y a une espèce un moment de chimie entre notre désir de cinéma et son œuvre, et comment ça se déploie, en fait. Pourquoi Charlotte Lebon? J'ai même pas réfléchi. Quand j'ai vu l'interview de Niki pour la première fois, elles étaient tellement... c'est comme si Charlotte avait été fabriquée pour incarner Niki, quoi. Donc je me suis pas posé la question une seule seconde, en fait. Il fallait que ça ait lieu, il fallait que ça ait lieu avec Charlotte, il fallait que ça ait lieu maintenant. Pour moi, c'était une évidence. Et en fait, ça l'a été du premier jour au dernier jour, et plus que ça.
J'ai pas fait grand-chose avec Charlotte, on a fait une lecture et demie. Il y a eu une séance d'essayage costume qui était vraiment une séance bouleversante, où moi, j'étais pas là. Je l'ai laissée avec mes créateurs costumes, Mathieu Camblor et Marion Glès, et Olivia Laouche, qui était l'habilleuse du film, qui est une entité merveilleuse aussi, enfin, qui est une personne merveilleuse. Et donc, ils ont créé le parcours de Niki avec les vêtements. On savait qu'on devait aller du silence au cri, de quelque chose de fermé à quelque chose de libéré, d'exubérant. En fait, le parcours de transformation, on voulait vraiment le signifier. Et aussi dans les couleurs du film, il y a plutôt des couleurs un peu ternes au début et on va vers de plus en plus de couleurs. En fait, c'est un peu subliminal, mais le film, à la fin, il est vraiment... il y a le plus de couleurs possible, quoi. Et donc... pourquoi je vous raconte ça? Oui, parce que par exemple, les essais costumes, c'était un moment déterminant. Pour l'arrivée de Niki, on a vu arriver Niki. Et puis ensuite, le seul truc que je voulais, c'est qu'elle fasse un travail sur la voix. Et elle l'a fait génialement. Moi, j'ai pas exercé... Enfin, je veux dire... moi, je pense qu'on dirige pas un acteur, on enlève les trucs sur son chemin pour qu'il se prenne pas un caillou en courant, quoi. C'est quoi un bon acteur, une bonne actrice? C'est quelqu'un de désirant. Quelqu'un qui désire. Il y a des très grands acteurs qui vont aller dans des rôles moins intéressants pour eux et qui, du coup, vont... En fait, un acteur, c'est aussi quelqu'un qui chemine. Donc, un grand acteur peut faire une mauvaise rencontre, d'une certaine façon. Enfin, je veux dire, il y a des rôles moins intéressants pour certains acteurs. Et donc, en fait, je dirais qu'un grand acteur, c'est quelqu'un qui est capable de désirer, d'amener à lui ou de choisir des rôles qui le font grandir toujours, quoi. Parce que nous, quand un acteur est révélé par un rôle, ou révèle quelque chose, ou se révèle quelque chose à lui-même par un rôle, comme c'est le cas de Charlotte avec Niki, parce qu'elle enfile enfin un costume qui est à sa mesure, quoi. Parce que si elle arrête d'être réduite à cette jolie tête qu'elle a et qu'on arrête de lui filer des rôles de jolie jeune femme, quoi. Quand elle prend place dans Niki, elle révèle, elle nous révèle, elle se révèle toute sa mesure, tout son talent. Et c'est extraordinaire d'assister à ça. C'était vraiment un miracle de l'avoir joué ça. Pour moi, c'était vraiment un cadeau chaque jour de la voir s'épanouir, quoi, de la voir prendre forme avec Niki. Quel rapport vous avez avec l'étape du montage qui est pour certaines personnes extrêmement réjouissante et pour d'autres extrêmement douloureuse? Et ben, le montage, c'était vraiment un apprentissage, hein. Toutes ces étapes sont des étapes d'apprentissage. Pour moi, j'ai passé 1 an à apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. C'est quand même vraiment, je pense, une grande chance dans sa vie de se dire, tiens, vraiment, j'ai fait que des choses nouvelles, des choses que je ne savais pas faire avant. Le montage, c'était assez difficile parce que il y avait rien d'évident. Moi, je suis quelqu'un d'assez pressé. Je croyais que le film allait se trouver très vite. Je savais qu'on avait des scènes très réussies au tournage. Et en fait, quand on les mettait au mauvais endroit, elles faisaient rien. Et par exemple, ça, c'était une découverte très choquante pour moi. J'étais très choquée de voir qu'une scène peut ne rien faire, même si elle est ouf. Je me disais, mais comment c'est possible? J'hallucinais, quoi. J'ai halluciné. Au début, je pensais qu'on allait se faire chier au montage, qu'on allait trouver le film très vite et tout. Et en fait, je suis passée de déconvenu en déconvenu. J'étais vraiment... j'ai halluciné. Et donc, j'ai découvert que le montage, c'est cette refabrication, cette revisitation de la matière pour qu'elle reprenne un corps nouveau. Et par exemple, j'ai un grand exemple de ça. Par exemple, la scène où elle revient voir le docteur Cossa, on l'a montée avec Clémence 1000 fois. Et en fait, elle n'a rien à voir avec... C'est la même chose qu'il y a écrit dans le scénario, sauf que tout est à l'envers, quoi. C'est ça aussi. Le montage, c'est aussi la potentialité de tout changer, quoi. En fait, tu peux tricher, quoi. Tu peux tricher, en fait. Tu peux enfin tricher. Finalement, au fond, c'est comme si le tournage, c'était un lieu de vérité, et qu'au montage, tu pouvais vraiment tricher, quoi. Je me rappelle avoir raté le début, une journée de tournage, avec des bébés notamment, probablement parce que j'étais pas très armée pour laisser pleurer des bébés en tant que maman, même si j'étais metteur en scène.
Donc je me rappelle cette journée où c'est la première séquence du film. Elle est censée changer le bébé. On était focalisé sur fabriquer un faux caca avec de la danette, mais on ne pouvait pas voir l'intimité du bébé. Donc il fallait une vraie couche, plus du faux caca, plus un lange d'époque. Et en fait, on était en train de se prendre la tête avec le truc et tout ça. On n'a presque pas filmé la tête de ce bébé qui pleurait pour de vrai, parce qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, vu qu'on lui avait foutu une couche, plus du faux caca. Il trouvait ça dégueulasse, le bébé, un bébé de 18 mois, il trouve quand même ça dégueu, de la danette, tu vois, sur son cul. Et donc, il n'est pas avec sa mère, des inconnus, une caméra, enfin, tu vois, ouais. Donc, ce bébé pleurait vraiment, on l'a presque pas filmé. Et puis moi, je veux dire, une fois qu'on avait fait une séquence, une fois, on avait un bébé de rechange, donc j'ai tourné 2 fois avec 2 bébés différents, mais je veux dire, j'avais que des trous. C'était immontable. Presque pas la tête du gosse, que les trucs sur Charlotte, enfin bref. On se démenait avec ce truc. On n'avait pas, c'était impossible. C'était vraiment nul, raté. Et un jour, ma monteuse fait un truc et je dis putain, mais je sais, il faut mettre des cartons. Et c'est comme ça que ces séquences sont devenues le générique. Et en fait, ces génériques nous a sauvés parce que ces cartons ont comblé les trous. Combler les trous. Ça, c'est vraiment le montage, par exemple. Il y a un problème et tu vas faire en sorte d'avoir, il faut se creuser les, tu vois. Et c'est pour ça que c'est pas tout de suite, quoi. En fait, tu peux buter sur un problème pendant 2 mois et au bout de 2 mois, tu fais bon sang, mais c'est bien sûr. Et là, pour la suite à moyen terme, Ouais. vous êtes sur de l'interprétation, de la réalisation, les deux? J'ai joué l'année dernière, c'était trop bien. Là, cette année, pour l'instant, j'ai un projet cet été. Un projet plutôt très joyeux, léger. Mon premier rôle très chouette. Et je suis en train de réaliser un documentaire. J'ai acheté une caméra et je suis une femme. Ça s'appelle La Lutte. Et cette femme s'appelle Sophie Abida. En fait, c'est un peu un truc qui m'a attrapée à la suite de Nikki, comme je m'étais bien ouvert le cœur avec cette histoire d'inceste. Une fois que tu as bien les images de ce truc, que tu t'es bien ouvert le cœur avec cette réalité qui est épouvantable. Aujourd'hui, je dis que je réalise un documentaire d'épouvante, quoi. Enfin, très proche de l'épouvante. J'ai entendu l'histoire de cette femme qui est une mère. Ses enfants ont dénoncé des faits d'inceste. Elle a tenté de les protéger. Et puis, à cause d'une fausse expertise, une psychologue qu'il n'avait pas rencontrée, on lui a retiré la garde de ses enfants, ils ont été confiés à l'agresseur et depuis elle se bagarre pour essayer de les récupérer. Donc en fait, c'est ces histoires de mères qui sont désenfantées et de l'inversion de culpabilité qu'elles subissent dans une espèce de folle injustice et au détriment tout à fait de la vie des enfants qui... Bref, c'est donc un documentaire d'épouvante qui s'appelle La Lutte. Pas joyeux du tout, mais je veux dire, à un moment, j'arrivais plus à faire ça, donc j'ai décidé de faire ça. Et j'ai trouvé une forme de consolation vraiment et de soulagement. J'ai trouvé une forme de soulagement dans l'action face à cette situation et je suis portée, très portée même, par la nécessité de raconter cette histoire et qu'elle soit entendue, vue et que... Voilà. Voilà, ça fait partie de mon chemin. C'est comme ça. Merci beaucoup, Merci à vous. Merci.